En mai 1945, les rues détruites de Berlin se sont remplies de corps féminins exécutés à bout portant. Ce n'étaient pas des soldats, ce étaient des femmes civiles, des infirmières, des travailleuses, des adolescentes. Certaines avaient été armées pour la défense finale du Reich, d'autres cherchaient simplement à se cacher, mais toutes ont été marquées comme des cibles. Pendant l'occupation soviétique, la ville est devenue le théâtre de viols massifs, de tortures systématiques et d'exécutions sommaires. Sans loi ni contrôle, des milliers de femmes ont été chassées, sélectionnées, abusées et éliminées. Certaines ont été fusillées pour avoir porté un fusil. D'autres sont mortes après des jours d'agressions sexuelles continues. Dans les hôpitaux, les refuges, les couvents et dans les rues, l'horreur s'est répétée sans interruption. Qu'est-ce qui a transformé la victoire contre le nazisme en un cauchemar pour les femmes allemandes? Et pourquoi ces crimes ont-ils été réduits au silence dans l'histoire? Berlin en flammes, le dernier enfer du Troisième Reich. Avril 1945. Berlin, autrefois imposante capitale de l'Empire nazi, est devenue un cimetière de ruines fumantes. Les grandes avenues, conçues pour les défilés militaires, sont désormais des couloirs de feu et d'éclats d'obus. La ville, épicentre du pouvoir nazi pendant 12 ans, vit son dernier moment. L'opération Berlin de l'Armée rouge commence le 16 avril lorsque 3 fronts soviétiques convergent vers la capitale allemande depuis la rivière Oder. Le premier front biélorusse de Joukov à l'est, le premier front ukrainien de Koniev au sud-est et le second front biélorusse de Rokossovski au nord. Cette force de plus de 2,5 millions de soldats, 6 250 chars et 41 600 pièces d'artillerie représente le dernier marteau qui s'abat sur le nazisme. Staline a ordonné de prendre Berlin avant les alliés occidentaux afin que ce soit le drapeau rouge qui flotte sur les ruines de la ville. Ce n'était pas qu'un objectif militaire. Cela symbolisait la vengeance pour les 27 millions de soviétiques morts après l'invasion allemande. La défense de la capitale, commandée par le général Helmut Weidling, peut à peine offrir de résistance. Des 800 000 défenseurs théoriques, la majorité sont des recrues inexpérimentés, adolescents des jeunesses hitlériennes, vieillards du Volkssturm et travailleurs étrangers forcés. Seulement 45 000 sont des soldats réguliers expérimentés, principalement des SS, sachant qu'aucune clémence ne leur serait accordée. La ville devient une forteresse improvisée, avec des barricades de décombres, des tramways renversés et des meubles. Certaines stations de métro sont délibérément inondées pour ralentir l'avance soviétique, sacrifiant des centaines de civils. Les Berlinois, qui avaient enduré des années de bombardements alliés, font désormais face à l'horreur des combats urbains. Le vacarme est assourdissant, projectiles, effondrement des immeubles, cris des blessés et chars avançant dans des rues étroites. La vie quotidienne devient une lutte pour survivre. Les rations officielles atteignent à peine 1000 calories par jour. L'eau doit être recueillie aux pompes publiques, l'électricité est intermittente et le gaz presque inexistant. La plupart survivent grâce aux pommes de terre, aux navets et au pain noir, parfois complétés par de la viande de cheval ou d'animaux domestiques. Sur les marchés noirs, une cigarette peut être échangée contre une petite miche de pain. L'état psychologique de la population oscille entre la terreur et le désespoir. Les messages de propagande de Goebbels paraissent désormais une cruelle moquerie. Un slogan peint sur les murs proclame « Chaque Allemand défendra sa capitale au prix de sa vie ». Mais la majorité ne croit plus à la victoire. Ils veulent seulement survivre. La peur est justifiée. La propagande nazie a décrit les soviétiques comme des barbares asiatiques assoiffés de sang allemand, utilisant le même langage déshumanisant que les nazis avaient utilisé contre les Russes. Des histoires d'atrocités circulent depuis la Prusse orientale et la Silésie, où des milliers de femmes ont été violées. De nombreuses familles envisagent le suicide collectif comme alternative à la capture par les soviétiques. Pendant ce temps, dans le bunker de la chancellerie, Hitler dirige une guerre fantôme. Ses ordres ne correspondent plus à la réalité. Il exige des contre-attaques avec des divisions inexistantes et condamne les généraux pour lâcheté lorsqu'ils rapportent honnêtement la situation. Physiquement diminué par la maladie de Parkinson et mentalement instable, il alterne entre accès de rage et apathie. Le 30 avril, Hitler se suicide aux côtés d'Eva Braun, qu'il avait épousée la veille. Leurs corps sont brûlés dans les jardins de la chancellerie alors que les combats font rage à quelques mètres. Le lendemain, Goebbels suit son exemple après avoir empoisonné ses 6 enfants avec du cyanure.
Le 2 mai, le général Weidling ordonne formellement la reddition. Les troupes allemandes déposent les armes. Des milliers tentent de percer l'encerclement soviétique pour se rendre aux forces occidentales, conscients qu'ils auraient plus de chances de survie. Lorsque le drapeau rouge est hissé sur le Reichstag, plus de 100 000 défenseurs allemands sont morts et 125 000 autres faits prisonniers. Mais la reddition ne signifie pas la paix. Sans structure d'autorité et avec des soldats soviétiques enivrés de victoire et d'alcool, Berlin devient une terre de non-droit. Les rues sont jonchées de cadavres non enterrés et de civils en état de choc, cherchant de l'eau, de la nourriture ou un abri. Pour les femmes allemandes, l'horreur véritable ne fait que commencer. Ce chapitre de la guerre, loin d'être un épilogue, constitue pour elles l'épreuve la plus sombre, un cauchemar où leurs corps deviennent le dernier champ de bataille d'un conflit qui a consumé le monde pendant 6 ans. La tempête rouge, vengeance soviétique contre les femmes allemandes. Dans les premiers jours de mai 1945, lorsque les combats formels à Berlin avaient cessé, une dynamique terrifiante s'est installée dans la ville, que les survivantes ont décrite comme « die Jagd », la chasse. Il ne s'agissait pas d'opérations militaires disciplinées, mais d'une prédation systématique où les femmes sont devenues des proies. Cette persécution suivait des schémas identifiables, des horaires spécifiques et des méthodes récurrentes qui révélaient sa nature organisée. Les heures de chasse étaient connues de toutes les femmes berlinoises. Elles commençaient généralement au crépuscule, lorsque les soldats soviétiques avaient terminé leurs tâches et consommé suffisamment d'alcool. Des groupes de 3 à 10 hommes se formaient et parcouraient les rues, les bâtiments abandonnés et les abris anti-aériens où de nombreux civils se cachaient. Les femmes avaient appris à reconnaître les signes précurseurs, des bottes militaires dans les escaliers, des rires ivres, le bruit métallique des lanternes frappant les murs. Un schéma récurrent était la recherche systématique dans les refuges souterrains. Ces espaces, qui avaient sauvé d'innombrables vies pendant les bombardements, étaient devenus des pièges mortels. Les soldats entraient avec des lanternes, éclairaient les visages des civils terrifiés dans l'obscurité et sélectionnaient les femmes les plus jeunes. Parfois, ils utilisaient des interprètes, mais plus fréquemment, ils se contentaient de gestes ou de phrases simples comme « Frau, komm »,« Femme, viens », l'une des rares expressions en allemand que beaucoup avaient spécifiquement apprises. La résistance était impossible. Les quelques hommes allemands présents, généralement des vieillards, des adolescents ou des blessés, qui tentaient de protéger leur famille, étaient exécutés sur le champ, parfois à coups de baïonnette pour ne pas gaspiller de munitions. Une survivante raconta comment son père, âgé de 68 ans, qui avait tenté de protéger sa fille de 16 ans, fut battu jusqu'à perdre connaissance puis poignardé à plusieurs reprises, tandis que les soldats riaient. Un aspect cruel de cette dynamique était la sélection visuelle. Les soldats éclairèrent les femmes, les évaluaient comme du bétail et choisissaient celles qu'ils considéraient comme les plus attrayantes. Celles choisies étaient séparées entre cris et luttes et emmenées dans des étages vides, des véhicules militaires ou des ruelles. Certaines revenaient des heures après, traumatisées et physiquement détruites. D'autres ne revenaient jamais, leur corps retrouvé des jours ou des semaines plus tard, parfois avec des signes de torture extrême. Pour éviter d'être sélectionnées, les femmes ont développé diverses stratégies de camouflage. Beaucoup tentaient de paraître plus âgées ou moins attrayantes. Elles couvraient leur visage de cendres ou de boue, dénouaient leurs cheveux, portaient des vêtements de vieilles femmes de taille beaucoup trop grande, ou s'enroulaient dans des bandages sales pour simuler des maladies. Certaines se rasèrent la tête ou appliquaient du charbon sur leurs dents pour simuler des caries. Les jeunes mères s'enduisent de sel de bébé. Ces tactiques fonctionnèrent parfois, mais les soldats apprenaient rapidement à voir au-delà de ces déguisements. D'autres optaient pour se cacher dans des espaces incroyablement réduits pendant des jours, voire des semaines, dans des faux plafonds, derrière des armoires, dans des conduits de ventilation ou dans des sous-sols scellés par des décombres. Une survivante raconta comment elle resta 3 jours dans un espace de seulement 40 cm entre le plafond et un faux plafond, sans bouger, même lorsqu'elle entendait d'autres femmes être attaquées juste en dessous. Une autre survécut 2 semaines dans un conduit de cheminée, nourrie secrètement par des voisins lorsque les soldats s'absentaient. Les femmes ont également développé des systèmes d'alerte et de communication. Elles ont établi des codes de frappe sur des tuyaux pour s'avertir mutuellement de l'approche des soldats.
D'autres ont organisé des tours de garde, avec des personnes postées dans les fenêtres ou sur les toits. À Wilmersdorf, un groupe de voisins a mis en place un système de signaux avec des draps accrochés dans des fenêtres spécifiques pour indiquer des routes sûres vers des cachettes communes. Une pratique dévastatrice fut celle des tours ou des convois. Une fois capturée, une femme était maintenue dans un endroit fixe, un appartement abandonné, un magasin pillé, un dépôt militaire, où des tours de viol étaient organisés pendant des jours. Les témoignages médicaux ont documenté des cas de femmes violées par 30, 40 ou plus de soldats consécutivement. Certaines mouraient de hémorragies internes ou de chocs traumatiques. D'autres restaient si détruites physiquement et mentalement qu'elles ne se remettaient jamais. La violence ne se limitait pas aux agressions sexuelles. De nombreuses femmes ont été soumises à des tortures, des mutilations et des exécutions, souvent pour le plaisir ou comme une expression extrême de vengeance. Un schéma récurrent était l'assassinat de victimes qui avaient montré trop de résistance ou qui étaient trop blessées pour être utilisées à nouveau. Les méthodes variaient, des tirs à bout portant, de l'étranglement, des coups mortels avec des crosses de fusil. Dans des quartiers comme Neukölln et Kreuzberg, des corps de femmes furent retrouvés avec des signes de torture extrêmes, y compris des mutilations génitales, des seins amputés, des organes internes extraits. Le docteur Franz Königshaus a documenté 187 femmes assassinées avec des mutilations sexuelles extrêmes dans le district de Moabit entre le 1er et le 15 mai 1945. Les femmes armées ou associées à la résistance ont connu un destin particulièrement cruel. Pendant les dernières étapes de la bataille, suivant la politique de défense totale d'Hitler, certaines femmes s'étaient jointes aux unités du Volkssturm ou aux auxiliaires des SS. D'autres possédaient simplement des armes chez elles pour leur protection. Lorsqu'elles étaient capturées avec des armes, elles n'étaient pas traitées comme des combattantes régulières. Elles étaient classées comme tireuses d'élite ou terroristes et exécutées sommairement, souvent après avoir été violées collectivement. Un soldat soviétique décrivit un incident à Pankov. « Nous avons trouvé 5 femmes avec des fusils. La plus âgée n'avait pas plus de 20 ans. Toutes portaient des brassards du Volkssturm. Le commandant ordonna qu'elles soient emmenées dans la cour. Je pensais qu'elles allaient être interrogées, mais elles furent simplement alignées contre le mur et fusillées. Après, les corps furent laissés là comme avertissement pour d'autres fascistes. Les lieux de ces atrocités partageaient des caractéristiques communes, des espaces où les victimes étaient complètement isolées et vulnérables. Dans une clinique de maternité à Schönberg, un groupe de soldats attaqua non seulement des infirmières, mais aussi des patientes qui venaient d'accoucher, certaines encore connectées à des perfusions. Les écoles, souvent utilisées comme refuges improvisés, furent des cibles fréquentes. À l'école Leibniz, au moins 87 femmes et filles furent agressées en une seule journée, lorsqu'une unité d'artillerie soviétique y établit son poste de commandement. Particulièrement perturbants furent les attaques contre des institutions religieuses. Plusieurs couvents furent envahis et les religieuses subirent des viols systématiques malgré leur statut religieux, ou peut-être à cause de celui-ci, car elles représentaient un symbole particulièrement puissant de pureté à profaner. Dans le couvent catholique Sainte-Isabelle à Mitte, les survivantes ont raconté comment les sœurs furent alignées et sélectionnées par âge, les plus jeunes séparées pour des abus continus pendant 3 jours. Un phénomène tragique fut celui des volontaires forcés. Lorsque de grands groupes de femmes étaient découverts, parfois les soldats exigeaient qu'elles se proposent comme volontaires pour satisfaire leurs demandes. La logique terrible était que si certaines se sacrifiaient, les autres seraient épargnées, bien que cette promesse soit rarement tenue. Ce mécanisme créait des dilemmes moraux déchirants et alimentait des sentiments de culpabilité qui persisteraient pendant des décennies. Des mères se proposaient pour protéger leurs filles, des sœurs aînées pour sauver les plus jeunes. La journaliste Ursula von Kardorff, qui a secrètement documenté ces événements, écrivit « Nous avions un accord entre 5 femmes de notre immeuble. Lorsque nous entendions qu'ils arrivaient, l'une de nous sortait pour éviter qu'ils ne cherchent les autres. Nous avons établi des tours, j'y suis allé 2 fois. Ensuite, je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Pas à cause de ce qu'il m'avait fait, mais de ce que je suis devenue, une femme qui marche volontairement vers son viol. Mais quelle alternative avions-nous ? » Les chasses prenèrent parfois un caractère rituel pour les auteurs.
Des unités entières organisaient des safaris où les soldats se disputaient pour capturer le plus grand nombre de femmes. Les victimes étaient marquées à la craie ou à la peinture pour indiquer qu'elles avaient déjà été utilisées. Lors de ces événements, l'alcool coulait à flot et les officiers participèrent souvent ou supervisaient, transformant la prédation sexuelle en une activité de renforcement de l'esprit d'unité. Un aspect souvent ignoré, la dimension collective et publique de nombreuses agressions. Contrairement à la violence sexuelle en temps de paix, souvent cachée, les viols à Berlin étaient fréquemment des actes publics, réalisés devant des témoins, y compris d'autres soldats, des membres de la famille de la victime ou des civils. Cette dimension performative amplifiait l'humiliation et renforçait le message de domination totale. Il ne s'agissait pas seulement de violer la victime, mais de détruire sa vie privée, sa dignité et sa position sociale. Les taux de mortalité parmi les victimes étaient extrêmement élevés. Certaines femmes mouraient de blessures directes, hémorragies internes, traumatismes crâniens, strangulation. D'autres succombaient à des infections, car les blessures recevaient rarement des soins médicaux appropriés. Beaucoup mouraient des semaines plus tard à cause de complications liées à des avortements improvisés. Les historiens estiment qu'entre 8 000 et 15 000 femmes sont mortes des suites de violences sexuelles à Berlin durant les premières semaines de l'occupation. Une autre dimension de cette tragédie fut la réaction de la population civile masculine. Avec la majorité des jeunes hommes allemands morts, prisonniers ou cachés, les femmes se retrouvèrent pratiquement sans protection. Les quelques hommes présents étaient confrontés à un dilemme impossible. Intervenir signifiait une mort certaine. Ne pas intervenir impliquait une culpabilité pour ne pas avoir protégé leur famille. Beaucoup optèrent pour le suicide familial comme dernier moyen d'évasion. À Wannsee, un médecin et sa femme empoisonnèrent leurs 3 filles adolescentes avant de se suicider, laissant une note expliquant qu'ils préféraient mourir ensemble plutôt que de voir leurs filles déshonorées par les Asiatiques. Des cas similaires se multiplièrent, des familles entières choisissant la mort plutôt que l'humiliation et la terreur constante. Chasse humaine à Berlin, quand être femme était une condamnation à mort. Dans les premiers jours de mai 1945, lorsque les combats formels à Berlin avaient cessé, une dynamique terrifiante s'est installée dans la ville, que les survivantes ont décrite comme « die Jagd », la chasse. Il ne s'agissait pas d'opérations militaires disciplinées, mais d'une prédation systématique où les femmes sont devenues des proies. Cette persécution suivait des schémas identifiables, des horaires spécifiques et des méthodes récurrentes qui révélaient sa nature organisée. Les heures de chasse étaient connues de toutes les femmes berlinoises. Elles commençaient généralement au crépuscule, lorsque les soldats soviétiques avaient terminé leurs tâches et consommé suffisamment d'alcool. Des groupes de 3 à 10 hommes se formaient et parcouraient les rues, les bâtiments abandonnés et les abris anti-aériens où de nombreux civils se cachaient. Les femmes avaient appris à reconnaître les signes précurseurs, des bottes militaires dans les escaliers, des rires ivres, le bruit métallique des lanternes frappant les murs. Un schéma récurrent était la recherche systématique dans les refuges souterrains. Ces espaces, qui avaient sauvé d'innombrables vies pendant les bombardements, étaient devenus des pièges mortels. Les soldats entraient avec des lanternes, éclairaient les visages des civils terrifiés dans l'obscurité et sélectionnaient les femmes les plus jeunes. Parfois, ils utilisaient des interprètes, mais plus fréquemment, ils se contentaient de gestes ou de phrases simples comme « Frau, comme »,« Femme, viens », l'une des rares expressions en allemand que beaucoup avaient spécifiquement apprises. La résistance était impossible. Les quelques hommes allemands présents, généralement des vieillards, des adolescents ou des blessés, qui tentaient de protéger leur famille, étaient exécutés sur le champ, parfois à coups de baïonnette pour ne pas gaspiller de munitions. Une survivante raconta comment son père, âgé de 68 ans, qui avait tenté de protéger sa fille de 16 ans, fut battu jusqu'à perdre connaissance puis poignardé à plusieurs reprises, tandis que les soldats riaient. Un aspect cruel de cette dynamique était la sélection visuelle. Les soldats éclairèrent les femmes, les évaluaient comme du bétail et choisissaient celles qu'ils considéraient comme les plus attrayantes. Celles choisies étaient séparées entre cris et luttes et emmenées dans des étages vides, des véhicules militaires ou des ruelles. Certaines revenaient des heures après, traumatisées et physiquement détruites. D'autres ne revenaient jamais.
Leurs corps retrouvés des jours ou des semaines plus tard, parfois avec des signes de torture extrême. Pour éviter d'être sélectionnées, les femmes ont développé diverses stratégies de camouflage. Beaucoup tentaient de paraître plus âgées ou moins attrayantes. Elles couvraient leur visage de cendres ou de boue, dénouaient leurs cheveux, portaient des vêtements de vieilles femmes de taille beaucoup trop grande, ou s'enroulaient dans des bandages sales pour simuler des maladies. Certaines se rasèrent la tête ou appliquaient du charbon sur leurs dents pour simuler des caries. Les jeunes mères s'enduisent de sel de bébé. Ces tactiques fonctionnaient parfois, mais les soldats apprenaient rapidement à voir au-delà de ces déguisements. D'autres optaient pour se cacher dans des espaces incroyablement réduits pendant des jours, voire des semaines, dans des faux plafonds, derrière des armoires, dans des conduits de ventilation ou dans des sous-sols scellés par des décombres. Une survivante raconta comment elle resta 3 jours dans un espace de seulement 40 cm entre le plafond et un faux plafond, sans bouger, même lorsqu'elle entendait d'autres femmes être attaquées juste en dessous. Une autre survécut 2 semaines dans un conduit de cheminée, nourrie secrètement par des voisins lorsque les soldats s'absentaient. Les femmes ont également développé des systèmes d'alerte et de communication. Elles ont établi des codes de frappe sur des tuyaux pour s'avertir mutuellement de l'approche des soldats. D'autres ont organisé des tours de garde, avec des personnes postées dans les fenêtres ou sur les toits. À Wilmersdorf, un groupe de voisins a mis en place un système de signaux avec des draps accrochés dans des fenêtres spécifiques pour indiquer des routes sûres vers des cachettes communes. Une pratique dévastatrice fut celle des tours ou des convois. Une fois capturée, une femme était maintenue dans un endroit fixe, un appartement abandonné, un magasin pillé, un dépôt militaire, où des tours de viol étaient organisés pendant des jours. Les témoignages médicaux ont documenté des cas de femmes violées par 30, 40 ou plus de soldats consécutivement. Certaines mouraient de hémorragies internes ou de chocs traumatiques. D'autres restaient si détruites physiquement et mentalement qu'elles ne se remettaient jamais. La violence ne se limitait pas aux agressions sexuelles. De nombreuses femmes ont été soumises à des tortures, des mutilations et des exécutions, souvent pour le plaisir ou comme une expression extrême de vengeance. Un schéma récurrent était l'assassinat de victimes qui avaient montré trop de résistance ou qui étaient trop blessées pour être utilisées à nouveau. Les méthodes variaient, des tirs à bout portant, de l'étranglement, des coups mortels avec des crosses de fusil. Dans des quartiers comme Neukölln et Kreuzberg, des corps de femmes furent retrouvés avec des signes de torture extrêmes, y compris des mutilations génitales, des seins amputés, des organes internes extraits. Le docteur Franz Königshaus a documenté 187 femmes assassinées avec des mutilations sexuelles extrêmes dans le district de Moabit entre le 1er et le 15 mai 1945. Les femmes armées ou associées à la résistance ont connu un destin particulièrement cruel. Pendant les dernières étapes de la bataille, suivant la politique de défense totale d'Hitler, certaines femmes s'étaient jointes aux unités du Volkssturm ou aux auxiliaires des SS. D'autres possédaient simplement des armes chez elles pour leur protection. Lorsqu'elles étaient capturées avec des armes, elles n'étaient pas traitées comme des combattantes régulières. Elles étaient classées comme tireuses d'élite ou terroristes et exécutées sommairement, souvent après avoir été violées collectivement. Un soldat soviétique décrivit un incident à Pankov. « Nous avons trouvé 5 femmes avec des fusils. La plus âgée n'avait pas plus de 20 ans. Toutes portaient des brassards du Volkssturm. Le commandant ordonna qu'elles soient emmenées dans la cour. Je pensais qu'elles allaient être interrogées, mais elles furent simplement alignées contre le mur et fusillées. Après, les corps furent laissés là comme avertissement pour d'autres fascistes. Les lieux de ces atrocités partageaient des caractéristiques communes. Des espaces où les victimes étaient complètement isolées et vulnérables. Dans une clinique de maternité à Schönberg, un groupe de soldats attaqua non seulement des infirmières, mais aussi des patientes qui venaient d'accoucher, certaines encore connectées à des perfusions. Les écoles, souvent utilisées comme refuges improvisés, furent des cibles fréquentes. À l'école Leibniz, au moins 87 femmes et filles furent agressées en une seule journée, lorsqu'une unité d'artillerie soviétique y établit son poste de commandement. Particulièrement perturbants furent les attaques contre des institutions religieuses. Plusieurs couvents furent envahis et les religieuses subirent des viols systématiques malgré leur statut religieux
ou peut-être à cause de celui-ci, car elle représentait un symbole particulièrement puissant de pureté à profaner. Dans le couvent catholique Sainte-Isabelle, à Mitte, les survivantes ont raconté comment les sœurs furent alignées et sélectionnées par âge, les plus jeunes séparées pour des abus continus pendant 3 jours. Un phénomène tragique fut celui des volontaires forcés. Lorsque de grands groupes de femmes étaient découverts, parfois les soldats exigeaient qu'elles se proposent comme volontaires pour satisfaire leurs demandes. La logique terrible était que si certaines se sacrifiaient, les autres seraient épargnées, bien que cette promesse soit rarement tenue. Ce mécanisme créait des dilemmes moraux déchirants et alimentait des sentiments de culpabilité qui persisteraient pendant des décennies. Des mères se proposaient pour protéger leurs filles, des sœurs aînées pour sauver les plus jeunes. La journaliste Ursula von Kardorff, qui a secrètement documenté ces événements, écrivit « Nous avions un accord entre 5 femmes de notre immeuble. Lorsque nous entendions qu'ils arrivaient, l'une de nous sortait pour éviter qu'ils ne cherchent les autres. Nous avons établi des tours, j'y suis allé 2 fois. Ensuite, je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Pas à cause de ce qu'il m'avait fait, mais de ce que je suis devenue, une femme qui marche volontairement vers son viol. Mais quelle alternative avions-nous » Les chasses prenaient parfois un caractère rituel pour les auteurs. Des unités entières organisaient des safaris, où les soldats se disputaient pour capturer le plus grand nombre de femmes. Les victimes étaient marquées à la craie ou à la peinture pour indiquer qu'elles avaient déjà été utilisées. Lors de ces événements, l'alcool coulait à flot, et les officiers participèrent souvent ou supervisaient, transformant la prédation sexuelle en une activité de renforcement de l'esprit d'unité. Un aspect souvent ignoré, la dimension collective et publique de nombreuses agressions. Contrairement à la violence sexuelle en temps de paix, souvent cachée, les viols à Berlin étaient fréquemment des actes publics, réalisés devant des témoins, y compris d'autres soldats, des membres de la famille de la victime ou des civils. Cette dimension performative amplifiait l'humiliation et renforçait le message de domination totale. Il ne s'agissait pas seulement de violer la victime, mais de détruire sa vie privée, sa dignité et sa position sociale. Les taux de mortalité parmi les victimes étaient extrêmement élevés. Certaines femmes mouraient de blessures directes, hémorragies internes, traumatismes crâniens, strangulation. D'autres succombaient à des infections, car les blessures recevaient rarement des soins médicaux appropriés. Beaucoup mouraient des semaines plus tard à cause de complications liées à des avortements improvisés. Les historiens estiment qu'entre 8 000 et 15 000 femmes sont mortes des suites de violences sexuelles à Berlin durant les premières semaines de l'occupation. Une autre dimension de cette tragédie fut la réaction de la population civile masculine. Avec la majorité des jeunes hommes allemands morts, prisonniers ou cachés, les femmes se retrouvèrent pratiquement sans protection. Les quelques hommes présents étaient confrontés à un dilemme impossible. Intervenir signifiait une mort certaine. Ne pas intervenir impliquait une culpabilité pour ne pas avoir protégé leur famille. Beaucoup optèrent pour le suicide familial comme dernier moyen d'évasion. À Wannsee, un médecin et sa femme empoisonnèrent leurs 3 filles adolescentes avant de se suicider, laissant une note expliquant qu'ils préféraient mourir ensemble plutôt que de voir leurs filles déshonorées par les Asiatiques. Des cas similaires se multiplièrent, des familles entières choisissant la mort plutôt que l'humiliation et la terreur constante. Hôpitaux de l'horreur, quand la médecine fut témoin du crime. Lorsque les combats cessèrent à Berlin, le système de santé était aussi dévasté que les bâtiments. Des 60 hôpitaux avant-guerre, à peine 10 demeuraient partiellement opérationnels. Des bâtiments bombardés, une pénurie critique de médicaments, un manque de personnel et l'absence de services de base rendaient les soins médicaux pratiquement impossibles. Les hôpitaux berlinois devinrent la première ligne d'une nouvelle bataille, celle de soigner des corps et des esprits détruits par la violence sexuelle systématique. L'hôpital Charité, traditionnellement le principal centre médical de Berlin, tenta d'organiser une réponse coordonnée. Sous la direction du docteur Ferdinand Sauerbruch, des zones spécifiques furent désignées pour traiter les victimes d'agressions sexuelles. Les archives médicales récupérées offrent une fenêtre perturbante sur l'ampleur de la tragédie. Au cours des 3 premières semaines de mai 1945, l'hôpital enregistra plus de 3700 femmes traitées pour des traumatismes liés à des agressions sexuelles, soit environ 60% de toutes les admissions civiles.
Les diagnostics se répétaient avec une similitude terrifiante. Déchirures vaginales et rectales, traumatismes pelviens, hémorragies internes, fractures résultant de violences extrêmes, commotion cérébrale. Le docteur Walter Stockel, chef du département de gynécologie, écrivit « Nous sommes confrontés à un phénomène sans précédent. Les blessures que nous observons quotidiennement surpassent en gravité et en nombre tout ce qui a été documenté auparavant. Nous ne traitons pas des cas isolés d'agression sexuelle, mais les conséquences d'une violence sexuelle industrialisée. L'infrastructure médicale était complètement dépassée. Les chirurgiens opéraient dans des conditions médiévales, sans anesthésie adéquate, avec des instruments stérilisés à l'alcool quand ils étaient disponibles, ou simplement lavés à l'eau bouillante. Les salles d'opération fonctionnaient à la lumière des bougies pendant les coupures d'électricité. Le personnel médical travaillait des quarts de 18 à 20 heures, s'effondrant de fatigue sur des lits improvisés entre les chirurgies. Les fournitures de base étaient rares. Les bandages étaient lavés et réutilisés jusqu'à leur désintégration. Les antibiotiques étaient réservés aux cas de sepsis avancé. Les transfusions sanguines étaient effectuées directement du donneur au patient. L'iode était de plus en plus dilué, réduisant son efficacité. Lorsque la morphine était épuisée, les médecins recouraient à l'alcool comme unique analgésique. Les ressources humaines étaient également limitées. De nombreux médecins allemands avaient fui, craignant des représailles pour leur affiliation nazie. D'autres avaient été recrutés de force pour le front. Ceux qui restaient étaient pour la plupart âgés, des étudiants non diplômés, ou des médecins juifs qui avaient survécu en se cachant et étaient venus aider, comme la docteure Lili Jahn, survivante de Ravensbrück. L'un des témoignages les plus précieux provient de la docteure Anna-Marie Durand-Weber, gynécologue anti-nazie. Dans son journal, elle décrit « Ce ne sont pas des patientes ordinaires. Elles arrivent dans un état de choc profond, incapables de parler ou de pleurer. Beaucoup ne donnent pas leur nom, se contentent de s'identifier comme une de plus. Certaines présentent des blessures que je n'ai jamais vues en 25 ans de pratique. Ce n'est pas seulement un dommage physique. Il y a quelque chose qui est brisé en elles, quelque chose qui ne pourra peut-être jamais être réparé. » La docteure Durand-Weber a documenté des cas illustrant une brutalité extrême. Des filles de 13 ans avec des déchirures nécessitant des chirurgies reconstructives complexes. Des femmes âgées avec des hématomes massifs et des fractures. Des femmes enceintes ayant subi des avortements traumatiques. Le cas qui l'a le plus marqué fut celui d'une jeune femme de 19 ans, amenée inconsciente, violée par au moins 25 soldats consécutivement et abandonnée dans la rue. Malgré les efforts médicaux, elle mourut d'un choc hypovolémique pendant l'opération. Finalement, des médecins soviétiques commencèrent à collaborer pour traiter les victimes, en apportant des fournitures et du personnel. Cette aide, bien que précieuse, créait des situations émotionnellement complexes. De nombreuses patientes refusaient d'être traitées par des médecins soviétiques, de peur de nouveaux abus. D'un autre côté, certains médecins soviétiques montraient une compassion sincère et des remords, travaillant sans relâche pour réparer les torts causés par leurs compatriotes. Un problème médical majeur fut la propagation des maladies sexuellement transmissibles. En quelques semaines, les médecins berlinois firent face à une épidémie de syphilis et de gonorrhée sans précédent. La pénurie de pénicilline, qui commençait à peine à être disponible pour un usage civil, signifiait que de nombreuses infections ne pouvaient pas être traitées correctement. Le personnel médical improvisa avec des traitements plus anciens et moins efficaces, tels que des composés à base d'arsenic et de mercure, avec des résultats variables et des effets secondaires graves. Le docteur Charlotte Pommer, spécialiste des maladies vénériennes, estima qu'environ 60% des femmes agressées avaient contracté une infection. Pour beaucoup, ces infections ont entraîné des complications chroniques. Inflammation pelvienne, stérilité, arthrite réactive et séquelles à long terme qui affecteraient leur santé pendant des décennies. La grossesse non désirée devint une autre crise sanitaire majeure. Des dizaines de milliers de femmes allemandes tombèrent enceintes à la suite des viols commis pendant l'occupation soviétique. Les autorités médicales mirent en place un système non officiel pour faciliter les avortements. Bien que techniquement illégal en vertu des lois allemandes en vigueur, paragraphe 218 du Code pénal, cette pratique fut tolérée comme une nécessité humanitaire exceptionnelle.
Des commissions médicales spéciales furent créées pour approuver les interruptions de grossesse pour les femmes qui certifiaient avoir été agressées par des soldats étrangers. Ces avortements se faisaient dans des conditions précaires, souvent sans anesthésie. Les complications étaient fréquentes: hémorragie, infection, perforation utérine. Pour certaines femmes, la procédure était fatale. Pour beaucoup d'autres, c'était l'unique option face à la perspective de porter un enfant issu d'une expérience traumatique. Une infirmière de l'hôpital Moabite a enregistré « Les femmes arrivent désespérées, suppliant qu'on enlève cela. Elles ne parlent pas de grossesse ou de fœtus. Elles disent « la chose russe en moi » ou simplement « ça ». Les femmes qui décidèrent de poursuivre leur grossesse, soit par conviction religieuse, par peur des procédures médicales, ou parce qu'elles découvrirent leur état trop tard, firent face à un autre type de traumatisme. Beaucoup accouchèrent seules, rejetés par leur famille ou leur communauté. Leurs enfants, souvent identifiables par leurs traits physiques distincts, furent stigmatisés comme Russenkinder, enfants russes, ou Besatzungskinder, enfants de l'occupation. Cette génération grandit marquée par le rejet social, la discrimination à l'école et le silence sur leurs origines. L'impact psychologique des agressions massives fut peut-être l'aspect le plus durable et le moins pris en charge du traumatisme. En 1945, le concept de santé mentale en temps de guerre commençait à peine à être pris en compte. Les travaux pionniers sur les neuroses de guerre de la Première Guerre mondiale avaient établi certains principes, mais il n'existait pas de protocole spécifique pour traiter ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique, en particulier dans les cas de violences sexuelles massives. Les victimes se retrouvaient abandonnées à leurs propres ressources psychologiques, sans soutien spécialisé. Les quelques psychiatres disponibles à Berlin étaient accablés par les cas de neurose de guerre chez les soldats revenus du front et pouvaient à peine offrir des soins superficiels aux victimes civiles. De plus, de nombreux professionnels de la santé mentale avaient été compromis par leur collaboration avec les politiques eugénistes nazis, compliquant encore la situation. Les réactions psychologiques des victimes suivaient des schémas reconnaissables. Beaucoup développèrent des symptômes graves: insomnie chronique, cauchemars récurrents où elles revivaient les agressions, état dissociatif où elles se déconnectaient émotionnellement, comportements autodestructeurs et phobies spécifiques, peur des espaces fermés, de l'obscurité, des hommes en uniforme. Le suicide devint une issue fréquente. Les archives documentent une augmentation dramatique des suicides féminins durant l'été de 1945. Rien qu'à Steglitz, plus de 40 femmes se suicidèrent en juin, beaucoup laissant des notes faisant référence aux agressions subies. Le moyen le plus courant était le surdosage de somnifères, suivi par l'empoisonnement au gaz et la pendaison. Certaines optaient pour des suicides dans des lieux publics, devant des commissariats soviétiques ou sur des places, comme un dernier acte de protestation. Un phénomène dévastateur fut le silence auto-imposé. La plupart des survivantes n'ont jamais parlé de ce qui s'était passé. Le stigma social, la honte, la peur du rejet et le manque d'un cadre culturel pour traiter ce traumatisme conduisirent de nombreuses femmes à enterrer leurs expériences. Ce silence eut des conséquences transgénérationnelles. Il affecta la manière dont ces femmes se relationnaient avec leur corps, leurs partenaires et leurs enfants. Une patiente dit au docteur Durand Weaver « Je ne le dirai à personne. Si je me marie un jour, mon mari ne le saura jamais. Je porterai cela avec moi dans la tombe. » Certaines survivantes développèrent ce que les médecins appelèrent le syndrome d'insensibilité, une sorte de dissociation permanente où la femme semblait fonctionner normalement dans des aspects pratiques, mais avait perdu la capacité de ressentir ou d'exprimer des émotions profondes. Une infirmière décrivit ses patientes comme « des femmes qui marchent et parlent, mais dont les yeux sont vides, comme si leur véritable être était resté coincé en mai 1945. » Pour les médecins et le personnel médical, le contact constant avec ce niveau de souffrance générait également des traumatismes secondaires. Beaucoup développèrent un épuisement extrême, de l'alcoolisme ou une dépression sévère. D'autres eurent une crise de foi professionnelle. Le docteur Kate Leichter écrivit « Je me demande chaque jour si nous avons vraiment aidé. Nous soignons des corps, mais qu'en est-il de leurs âmes? Nous rendons des femmes réparées dans un monde qui les a détruites. Est-ce de la médecine ou simplement une forme plus sophistiquée de torture?
Certains, comme le docteur Durand Weaver, canalisèrent leur angoisse dans l'activisme, fondant par la suite des organisations dédiées à la santé reproductive et aux droits des femmes. En 1947, elle établit l'un des premiers centres de conseil en planification familiale en Allemagne de l'Ouest, offrant non seulement des services médicaux, mais aussi un espace où les femmes pouvaient parler de leurs expériences. Alors que Berlin entrait dans la phase de reconstruction physique, les blessures invisibles restaient sans attention. Les hôpitaux récupérèrent progressivement leur capacité opérationnelle. Les fournitures médicales commencèrent à affluer régulièrement et les urgences physiques aiguës diminuèrent. Cependant, les séquelles psychologiques commençaient à peine à se manifester, formant un héritage de trauma qui persisterait dans le silence pendant des générations. Survie ou humiliation, quand le corps devient la dernière monnaie. À la fin des combats, la ville n'était pas seulement physiquement détruite, le tissu social et économique s'était complètement désintégré. Les Berlinois faisaient face à une lutte quotidienne pour la survie de base dans des conditions qui ressemblaient davantage au Moyen Âge qu'au XXe siècle. L'argent du Reich n'avait plus de valeur. Les rations officielles atteignaient à peine 800 à 900 calories par jour, bien en dessous des 2000 nécessaires pour les fonctions corporelles de base. Il n'y avait pas d'électricité dans la plupart des quartiers, les systèmes d'égout étaient effondrés et le gaz était pratiquement inexistant. L'eau devait être collectée dans des pompes manuelles, souvent contaminées. L'hiver de 1945-1446 approchait et la population civile, principalement des femmes, des personnes âgées et des enfants, faisait face à la faim et au froid. Dans ce contexte, une économie parallèle basée sur le troc a émergé. Les cigarettes sont devenues la monnaie non officielle. Une seule cigarette pouvait être échangée contre une petite miche de pain. 5 cigarettes payaient les services d'un médecin. Un paquet complet valait autant qu'un manteau d'hiver. Le café, le chocolat et le savon servaient également de monnaie alternative. Les soldats d'occupation avaient un accès privilégié à ces biens précieux. Leurs rations comprenaient des cigarettes, du chocolat, du café, des conserves, de l'essence et des médicaments, des articles inaccessibles pour la population allemande. Un soldat soviétique ou américain gagnait en une journée avec sa ration de cigarettes l'équivalent du salaire mensuel d'un professionnel allemand. Pour des milliers de femmes allemandes, le choix se réduisait à des termes brutalement simples: échanger des relations sexuelles contre la survie. Ce phénomène, qui a commencé comme une extension directe des viols initiaux, s'est transformé en un système plus organisé, mais tout aussi coercitif. Ce n'était pas un choix libre et ne pouvait être classé comme de la prostitution traditionnelle. C'était une réponse désespérée à des circonstances extrêmes, où l'alternative était la faim ou voir ses dépendants mourir de faim. Pour certaines femmes, cela signifiait chercher la protection d'un officier qui leur fournirait de la nourriture et un abri en échange de l'exclusivité sexuelle. Ces relations, bien que forcées par les circonstances, pouvaient offrir une certaine protection contre les agressions multiples. Comme l'a expliqué une survivante, « Tu devenais la propriété de l'un pour ne pas être la propriété de 20. C'était une cage, mais au moins une cage avec de la nourriture et sans coût constant. » Ces relations suivaient un modèle identifiable. Elles commençaient par des viols, mais le perpétrateur pouvait développer un certain intérêt pour sa victime et décider de la réclamer comme possession exclusive. Cela impliquait d'empêcher d'autres soldats de l'agresser, de lui fournir de la nourriture et parfois des cadeaux comme des bas, du chocolat ou des articles d'hygiène. En échange, la femme devait être disponible sexuellement et parfois effectuer des tâches ménagères. Ces arrangements pouvaient durer des jours, des semaines ou des mois, se terminant brusquement lorsque le soldat était transféré ou perdait de l'intérêt. Les témoignages décrivent différentes catégories non officielles dans cette économie sexuelle improvisée. Les petites amies de bataillon, bataillon Breut, étaient des femmes jeunes associées à des unités militaires entières, recevant nourriture et protection en échange de services sexuels pour plusieurs soldats. Elles vivaient dans des casernes ou des bâtiments réquisitionnés adjacents, disponibles selon des tours établies par les sous-officiers. Bien que formellement volontaires, leur situation était celle de l'esclavage, car tenter de s'échapper signifiait perdre la protection et faire face à des représailles. En revanche, les amis, Freundinnen, établissaient une relation plus personnalisée avec un seul soldat, généralement de rang supérieur.
Ces relations développèrent parfois des dimensions émotionnelles complexes, avec des soldats montrant occasionnellement de l'affection véritable ou même promettant le mariage ou l'évacuation, des promesses rarement tenues en raison des interdictions militaires sur la fraternisation. Une troisième catégorie, les commerçantes indépendantes, Händlerinnen, opéraient avec plus d'autonomie, échangeant des rencontres brèves contre des biens spécifiques, chocolat, bas, kérosène. Ces transactions avaient lieu dans des espaces improvisés, bâtiments bombardés, véhicules militaires, parcs publics. Le désespoir avait normalisé l'impensable, avec des actes sexuels ayant lieu en pleine vue dans des ruines, qui étaient autrefois des appartements respectables de classe moyenne. Magda Wieland, une jeune actrice de 24 ans, a laissé un témoignage révélateur. Après avoir été découverte dans un placard pendant les premiers jours de l'occupation, elle fut violée par un soldat d'Asie centrale. Pour éviter de nouvelles agressions, elle lui proposa de devenir sa petite amie exclusive. L'accord fonctionna brièvement, jusqu'à ce que le soldat se vante de sa conquête auprès de ses camarades, qui vinrent ensuite la chercher comme proie partagée. Son histoire illustre la fragilité de ces arrangements et la vulnérabilité constante des femmes, même celles qui tentaient de négocier une certaine forme de protection. Un aspect perturbant fut le rôle de certains hommes allemands dans cette économie sexuelle. Avec presque tous les adultes jeunes tués ou faits prisonniers, les rares civils allemands qui restaient, généralement des personnes âgées, des adolescents ou des personnes ayant des connexions privilégiées, agissaient parfois comme intermédiaires. Certains pères ou maris, impuissants face à la faim, en vinrent à offrir leurs filles ou leurs femmes à des soldats en échange de nourriture ou de carburant. La morale conventionnelle s'était effondrée sous le poids de la survie de base. Tout aussi inquiétante fut l'émergence de proxénètes improvisés qui organisaient des réseaux de femmes désespérées, négociant avec des officiers soviétiques des fournitures en échange d'un accès à plusieurs femmes. Ils justifièrent leurs actions comme une manière de rationaliser l'inévitable, arguant qu'ils fournissaient une certaine structure et protection. En réalité, ils exploitaient à la fois les femmes et les soldats, s'accaparant la majeure partie des fournitures. Les occupants eux-mêmes établirent des systèmes informels d'exploitation. Certains officiers soviétiques louaient leurs petites amies allemandes à d'autres soldats en échange de biens ou de faveurs. Dans certains secteurs, surtout près des bases militaires, des bordels improvisés virent le jour où des femmes désespérées servaient des douzaines de soldats chaque jour en échange de rations militaires. Ces opérations, bien que non officiellement sanctionnées, étaient tolérées par les officiers moyens qui les considéraient comme un moyen de maintenir leurs troupes heureuses et de réduire les incidents de viols aléatoires. Avec la division de Berlin en secteur d'occupation en juillet 1945, la dynamique changea, mais ne disparut pas. Dans les zones britanniques et américaines, la prostitution prit des formes plus organisées et moins violentes, mais restait tout aussi coercitive sur le plan économique. Des établissements semi-officiels virent le jour où les femmes recevaient des paiements en dollars ou en livres et un accès à des biens non disponibles pour la population générale. Pour les autorités occidentales, ces établissements représentaient un mal nécessaire qui limitait la propagation des maladies vénériennes et réduisait la fraternisation incontrôlée. Un aspect notable fut la différence de traitement selon le secteur d'occupation. Dans le secteur soviétique, les conditions restaient généralement brutales, avec une exploitation directe et violente très présente. En revanche, les secteurs occidentaux offraient des conditions moins directement violentes mais tout aussi exploitées, basées sur une extrême coercition économique. Comme l'a observé une survivante, avec les Russes, on te violait puis on te donnait peut-être de la nourriture. Avec les Américains, d'abord tu mourais de faim, et puis tu venais en suppliant. La situation se compliquait pour les femmes qui passaient régulièrement entre les secteurs, surnommées frontalières, Grenzgängerinnen. Ces femmes adaptaient leur comportement et leur apparence en fonction du secteur. Dans le secteur soviétique, elles se vêtissaient modestement et feignaient la soumission. Dans le secteur américain, elles adoptaient un style plus occidental, avec du maquillage et des vêtements plus voyants quand elles en obtenaient. Elles développèrent un sens étonnant de l'adaptation, apprenant des phrases clés dans plusieurs langues et des codes culturels spécifiques à chaque nationalité. Les conditions matérielles étaient souvent horribles. Beaucoup travaillaient dans des bâtiments bombardés sans chauffage ni installation sanitaire. En hiver,
Les températures sous zéro transformaient ces espaces en chambres froides où elles développaient de graves engelures et des pneumonies fréquentes. L'absence d'eau courante empêchait de maintenir une hygiène de base, contribuant à des taux élevés d'infection. Les services médicaux, lorsqu'ils existaient, consistaient en des inspections humiliantes visant à détecter les maladies vénériennes plutôt que de se soucier du bien-être général. Pour se protéger du froid et des regards curieux, elles développèrent des codes vestimentaires spécifiques. Elles se couvraient de couches de vieux vêtements qu'elles pouvaient retirer et remettre rapidement entre clients. Elles portaient des foulards ou des capuchons pour cacher partiellement leur visage, non seulement à cause du stigma social, mais aussi pour éviter d'être reconnues par des membres de leur famille ou d'anciens voisins. Cette apparence délibérément anonyme reflétait une tentative désespérée de préserver un vestige d'identité séparée de leur situation. Les conséquences sur la santé furent dévastatrices. Les maladies vénériennes se propagèrent rapidement, avec des taux d'infection supérieurs à 60% parmi les femmes impliquées dans des échanges sexuels pour survivre. La syphilis et la gonorrhée furent particulièrement répandues, mais on documenta aussi des cas de chancre mou, de lymphogranulome vénérien et d'autres infections moins courantes. Les souches résistantes, développées pendant des années de traitements irréguliers au front, étaient particulièrement difficiles à traiter avec les ressources médicales limitées. Les grossesses non désirées étaient fréquentes, menant à des avortements dans des conditions précaires ou à l'abandon de nouveau-nés. Les hôpitaux enregistrèrent une augmentation alarmante des nouveau-nés abandonnés en 1946, beaucoup présentant des traits physiques clairement mixtes. À l'hôpital de Neukölln, la salle de maternité rapporta que plus de 60% des naissances entre juin et décembre 1945 concernaient des mères célibataires et environ un tiers de ces bébés furent laissés sous la garde de l'hôpital ou abandonnés peu après leur naissance. Avec le temps, les structures d'exploitation sexuelle évoluèrent et furent institutionnalisées. À mesure que Berlin passait de l'occupation immédiate à une présence militaire étrangère plus stable, des districts reconnus émergèrent où la prostitution était tolérée, voire régulée de manière informelle. Dans des zones comme Potsdamer Platz, Alexanderplatz et les zones proches des gares, des bars, des clubs et des hôtels se sont installés, fonctionnant principalement comme des espaces pour le commerce sexuel, sous le regard tolérant des autorités qui préféraient maintenir ces activités concentrées dans des zones spécifiques. Le plus déchirant fut la transformation sociale de ces femmes. De victimes, elles passèrent à être stigmatisées comme des collaboratrices ou des prostituées. La société allemande, incapable de traiter le traumatisme collectif, projetait sa honte et sa culpabilité sur elles. Elles furent exclues de leur communauté, rejetées par leur famille, stigmatisées en public. Même celles qui avaient été initialement violées et ensuite forcées à la prostitution pour survivre portaient le double stigma de impure et de traîtresse. Hildegard Knef, qui devint plus tard actrice, décrivit ce processus. D'abord, nous étions des victimes des Russes. Ensuite, nous sommes devenus des victimes de la faim. Finalement, nous sommes devenus des victimes de nos propres voisins, qui nous regardaient comme de la racaille. Personne ne demandait pourquoi nous faisions ce que nous faisions. Personne ne se demandait ce que j'aurais fait dans notre situation. Il était plus facile de pointer du doigt et de condamner que d'admettre que nous étions tous également désespérés. Ce stigma s'étendait aux enfants nés de ces circonstances. Les femmes qui ont eu des enfants de soldats d'occupation faisaient face à un rejet cruel. Leurs enfants étaient appelés de manière dévalorisante Russenkinder, Ami Baby ou Besatzungskinder, selon la nationalité du père. À l'école et dans les lieux publics, ces enfants souffraient de discrimination constante, allant des moqueries cruelles à l'exclusion systématique. Beaucoup de mères ont choisi d'envoyer ces enfants dans des orphelinats ou de les faire adopter, incapables de les protéger de la haine sociale ou de les entretenir économiquement. D'autres ont tenté de dissimuler l'origine de leurs enfants, inventant des histoires sur des pères allemands disparus ou morts au combat. Certaines ont déménagé dans d'autres villes où personne ne connaissait leur histoire, commençant de nouvelles vies basées sur des mensonges nécessaires pour se protéger. Cette situation posait des dilemmes moraux dévastateurs. Beaucoup éprouvaient un amour véritable pour leurs enfants malgré les circonstances de leur conception, mais savaient que les garder à leur côté signifiait les condamner à une vie de stigmatisation.
Une femme de Kreuzberg écrivit « J'aime mon fils, mais chaque fois que je le regarde, je vois aussi l'homme qui m'a violée, et chaque fois que les autres le regardent, ils voient l'ennemi. Comment puis-je le protéger? Parfois je pense que l'aimer signifie le laisser partir. » Lorsque la situation économique commença à se stabiliser lentement à partir de 1947 à 1948, notamment après la réforme monétaire dans les zones occidentales, de nombreuses femmes purent abandonner la prostitution de survie. Cependant, après des années dans ces conditions, beaucoup manquaient de compétences professionnelles actualisées, d'une éducation formelle ou de connexion sociale pour se réintégrer pleinement. Certaines restèrent dans le commerce sexuel comme seule option viable, bien que dans des conditions moins désespérées. D'autres trouvèrent des emplois marginaux dans des usines, des services de nettoyage ou comme domestiques, gardant souvent leur passé secret. Crime sans visage, les traces invisibles de l'horreur de Berlin. Après le retrait de l'armée rouge et l'institutionnalisation du pouvoir à Berlin, la reconstruction a commencé. Les Trümmerfrauen ont nettoyé les décombres. Les services de base ont été rétablis, les transports ont recommencé à fonctionner et les écoles ont repris leurs activités. La réforme monétaire à l'ouest et l'économie planifiée à l'est ont permis une stabilisation économique. En 1950, Berlin montrait des signes visibles de reprise. Parallèlement, des effets invisibles persistaient. Des dizaines de milliers de femmes affectées par les viols et la prostitution forcée pendant l'occupation soviétique. Ces expériences n'ont pas été traitées publiquement ni reconnues institutionnellement. Le traumatisme psychologique n'a reçu ni soins médicaux ni attention sociale. En République démocratique allemande, RDA, le sujet a été censuré par l'appareil d'État. Admettre ces faits aurait contredit l'image officielle de l'armée rouge en tant que force libératrice. Des archives ont été détruites, des documents classés et la publication de témoignages empêchée. Les chercheurs ont été persécutés et ceux qui ont tenté d'aborder le sujet ont été soumis à une surveillance, à la censure ou à des conséquences professionnelles. En République fédérale allemande, RFA, le silence a été dû à des intérêts diplomatiques pendant la guerre froide. Les autorités ont évité de créer des tensions supplémentaires avec l'URSS. La population générale a également évité de traiter ce sujet, en partie à cause de la tendance à supprimer les souvenirs traumatiques du passé récent. Certaines églises ont offert un refuge et des soins médicaux, mais ont simultanément renforcé les stigmates sociaux envers les victimes. Dans certains cas, des femmes ayant des enfants de soldats soviétiques ont été exclues des communautés religieuses ou pressées de remettre leurs enfants. Certaines institutions ont permis l'admission uniquement sous certaines conditions. De nombreuses femmes affectées ont développé des symptômes aujourd'hui associés aux troubles de stress post-traumatique. Insomnie, flashback, hypervigilance, dissociation émotionnelle, incapacité à maintenir des relations affectives stables. Ces symptômes n'ont pas été diagnostiqués ni traités à l'époque. Il n'y avait pas de cadre clinique pour comprendre ces réactions. Des études menées dans les années 1970 et 1980 ont identifié des schémas de traumatisme psychologique persistants. Certaines femmes compartimentaient leur expérience, tandis que d'autres rapportaient des déclencheurs sensoriels provoquant des réactions intenses des décennies après les faits. Dans certains cas, des épisodes de perte de mémoire partielle ou de mutisme sélectif ont été enregistrés. L'impact du traumatisme s'est étendu aux enfants. Beaucoup ont grandi dans des environnements marqués par l'hypervigilance, l'anxiété, la méfiance envers l'extérieur et l'absence de communication émotionnelle. Les filles ont été élevées avec de fortes restrictions sociales et les garçons ont reçu des messages contradictoires sur le rôle masculin. Les dynamiques familiales résultantes étaient caractérisées par des structures fermées et une faible interaction avec l'extérieur. Les soi-disant enfants de l'occupation ont grandi avec des versions altérées ou fragmentées de leurs origines. Certains ont été adoptés, d'autres ont grandi avec des identités cachées. À partir des années 80, plusieurs ont tenté de reconstruire leur histoire personnelle, rencontrant des obstacles comme des archives scellées, des documents perdus et des témoignages incomplets. Des organisations de soutien ont été créées, avec des résultats limités en raison du manque d'informations officielles. Dans plusieurs cas, il a été découvert que des registres hospitaliers, des actes de naissance et des archives paroissiales avaient été modifiés ou supprimés. Certaines mères ont refusé de parler même à un stade avancé de leur vie.
Les demandes d'accès à la documentation dans les archives militaires soviétiques n'ont pas non plus abouti. Parfois, des tests génétiques ont été utilisés pour tenter d'établir des filiations. Les études transgénérationnelles ultérieures ont identifié des effets psychologiques également sur la troisième génération, sous forme d'anxiété chronique, de troubles du sommeil et de difficultés d'attachement émotionnel. Ces schémas ont été identifiés comme faisant partie d'une transmission non verbale du traumatisme, avec des hypothèses sur des mécanismes familiaux, comportementaux ou même épigénétiques. Des recherches récentes en psychologie clinique ont exploré la relation entre le stress maternel extrême et les modifications de l'expression génétique chez leurs descendants. Les viols massifs pendant l'occupation n'ont pas été jugés ni reconnus légalement comme des crimes de guerre. Au procès de Nuremberg, il n'a pas été question de charges liées à la violence sexuelle. Il n'y a pas eu de réparation ni de poursuites pénales liées à ces faits. Pendant des décennies, la position officielle soviétique a été de les nier ou de les minimiser. Les femmes affectées n'ont pas reçu de compensation ni de reconnaissance formelle de la part de quelque gouvernement que ce soit. Après la réunification allemande en 1990, des recherches basées sur des archives auparavant inaccessibles ont commencé à émerger. Le livre « Une femme à Berlin », publié d'abord en anglais en 1954, a été accueilli par le rejet en Allemagne. Il n'a été réédité en allemand qu'en 2003 et a reçu une attention publique généralisée. Sa publication a lancé une nouvelle vague de recherches académiques et médiatiques. Le témoignage détaillé et chronologique a servi de référence principale pour les futures compilations de témoignages. Des chercheuses telles que Barbara Jor, Elke Sander et Atina Grossman ont recueilli des témoignages de survivantes. Il a été estimé qu'entre 100 000 et 130 000 femmes ont été violées à Berlin, et plus de 2 millions dans tout le territoire allemand. Ces données ont montré qu'il ne s'agissait pas de cas isolés, mais d'une pratique généralisée. Plusieurs rapports ont indiqué une concentration de cas dans les premières semaines de l'occupation, bien que les épisodes se soient prolongés pendant des mois. À partir de ces recherches, des représentations culturelles et documentaires ont émergé, atteignant le grand public. Parallèlement, quelques plaques commémoratives ont été installées et des événements de mémoire ont eu lieu. Ces événements se sont produits des décennies après les faits, lorsque la plupart des victimes étaient déjà décédées. Certaines institutions municipales ont inclus des références spécifiques dans des musées locaux et des archives historiques. La violence sexuelle systématique lors des conflits armés a été formellement reconnue comme un crime de guerre à partir du Statut de Rome de 1998, qui a créé la Cour pénale internationale. Cette législation n'existait pas en 1945 et son application rétroactive pose des difficultés juridiques. Les demandes individuelles basées sur les droits de l'homme ont été classées en raison du manque de juridiction internationale à l'époque des faits. Certains secteurs ont proposé une reconnaissance formelle par l'État russe en tant que successeur de l'Union soviétique ou du moins un accès total aux archives militaires liées. D'autres estiment qu'il est prioritaire de documenter l'histoire de manière complète et de créer des espaces de mémoire. Dans certains forums académiques, des conférences internationales ont été proposées, centrées exclusivement sur la violence sexuelle dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. L'inclusion de ces faits dans le récit officiel de la Seconde Guerre mondiale a été partielle et tardive. L'accent traditionnel mis sur les opérations militaires et les décisions politiques a relégué l'expérience civile, en particulier féminine, à une position secondaire dans le discours historique. Certaines universités ont intégré ces études dans des programmes sur la mémoire, le genre et le conflit armé. Les femmes affectées ont continué leur vie après la guerre, ont élevé des enfants et ont participé à la reconstruction nationale. Cependant, leurs expériences ont été mises de côté dans l'histoire publique pendant plus de 50 ans. L'accès à leurs témoignages a été limité par de multiples facteurs: censure d'État, stigmatisation sociale, barrières psychologiques et manque d'intérêt institutionnel.